Bonjour à tous, j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui un truc tout simple, la compilation de toutes les interviews que j'ai réalisées depuis la fin du mois d'août jusqu'à aujourd'hui. Si vous me suivez depuis quelques semaines, vous avez certainement remarqué que je me suis rendu dans de nombreux meetings. En fait, ce sont tout simplement toutes les rentrées politiques des différents partis. Il ne manque que Défi, tout simplement parce que celui de Défi aura lieu ici à la mi-octobre. À ces occasions, j'ai pu réaliser à chaque fois différentes interviews avec les présidents de partis ou bien alors avec d'autres personnalités, des députés et des ministres également. Ces interviews, elles ont quelque chose à dire, à raconter. Elles montrent les intentions des partis, elles montrent aussi les grands sujets d'actualité dont il est question pour l'instant en politique belge. À chaque fois que j'ai rencontré une personnalité, j'ai essayé de poser des questions qui collent à l'actualité du parti, mais aussi évidemment à celle de la personnalité que j'ai rencontrée. Ces interviews mises bout à bout, elles montrent finalement les grandes tendances, les sujets qui sont à l'actualité et comment se sent le parti. Alors je ne vais plus vous retenir longtemps, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Bonjour Samuel Kogolati. Bonjour. Alors ici, on est au festival Vert Pop de Massandre. Écolo fait sa rentrée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est quoi le programme du week-end? Alors c'est le festival de l'écologie populaire. On est ici avec plus de 700 personnes qui sont sympathisantes, militants, qui viennent de nos locales, de nos régionales des quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles. Et tout ce qu'on a en commun, c'est qu'on est porté par les mêmes valeurs de l'écologie politique. Et c'est vraiment génial de voir autant de monde parce que vraiment il y a du pain sur la planche. On sait que les enjeux sont gigantesques. On est là face à des gouvernements qui restreignent nos libertés, qui font du mal au pouvoir d'achat, qui font du mal au portefeuille des Belges. Et nous, on est là vraiment pour sonner l'alarme et dire que voilà, on se rassemble et on se lance dans une nouvelle année de combat. Alors quel est le message politique principal que vous portez justement maintenant ici? Demain, c'est entre guillemets la grand-messe, le jour où tous les médias viendront. Quel va être le contenu de votre discours? Le message principal ici, c'est qu'on voit bien que le monde est en train de dérailler. On se sent comme retenu en apnée dans un monde à bout de souffle et on comprend tous ces Belges qui sont inquiets pour leurs enfants, pour leur portefeuille, pour leur sécurité. Et en même temps, on veut proposer une alternative parce qu'on n'a pas le droit de se laisser gagner par la résignation, par le désespoir. Et nous, on est là pour montrer que non, on peut faire les choses autrement. Il y a un autre monde qui est possible. L'écologie est là, on peut retrouver de l'autonomie, de la solidarité, de la responsabilité. Et ça, c'est vraiment le message positif d'espoir que nous portons. Ce message, aux dernières élections, il n'a pas convaincu, hein, on peut le dire. Écolo a connu une défaite et vous avez entamé une démarche de reformation, de remise en question du parti Écolo. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Oui, nous sommes très humbles. Nous avons entamé un processus d'évaluation sans précédent. Nous avons interrogé les Belges dans la rue. Nous avons reçu plusieurs milliers de retours de citoyennes, de citoyens de Wallonie et de Bruxelles. Et là, aujourd'hui, clairement, on a compris. On a compris que oui, nos valeurs sont pertinentes. Oui, les gens veulent changer. Ils sont même prêts à faire des sacrifices pour effectivement sauver le climat. Et en même temps, ils ne nous faisaient plus confiance. Et donc, nous devons absolument nous transformer, oser nous réinventer. C'est la raison pour laquelle moi je suis là aujourd'hui et je vais vraiment me battre de toutes mes forces pour pouvoir réinventer un projet qui fait du sens pour les gens et qui donne envie de s'engager. Cette réinvention, vous en avez déjà les grandes lignes. Dans quelle direction le parti Écolo va se diriger? Oui, tout à fait. Donc nous allons nous battre. Nous avons un plan basé sur trois piliers. D'abord, l'autonomie. On se rend bien compte qu'on n'a ni gisement gazier, ni gisement pétrolier en Belgique. Et donc c'est un suicide économique que de devoir dépendre des importations d'énergie fossile de Trump, de Poutine ou des pétromonarchies du Golfe. Donc nous misons à fond tout sur l'autonomie, sur la souveraineté écologique, mais aussi sur la solidarité et ce sens de responsabilité que tous les autres partis politiques ont perdu. Nous sommes conscients que nous avons une responsabilité envers les enfants qui naîtront demain. Et là, l'enfance vraiment va redevenir une priorité majeure de l'écologie politique. Et donc sur l'énergie, l'autonomie en énergie, vous avez toujours été assez contre le nucléaire. Le gouvernement ici, il a abrogé la loi de sortie du nucléaire. Il met à l'étude la possibilité de construire de nouveaux réacteurs. Il construit aussi des centrales au gaz actuellement. C'est une vision commune que vous partagez quand même ou bien vous voulez d'autres solutions pour une autonomie énergétique?
Alors nous sommes clairement sur deux planètes différentes. Nous sommes face à un gouvernement qui est totalement hors sol. Il parle beaucoup, vous avez raison, avec de beaux grands discours, pas mal de punchlines. Par contre, il fait très très peu dans la pratique. Il n'y a pas un seul mégawatt qui est sorti des discours de Mathieu Billet, que du contraire. On voit qu'il a reculé le déploiement de l'éolien offshore en mer du Nord. Et moi, je vais être très sincère avec vous, je suis super inquiet. Quand j'entends tous les investisseurs dans le renouvelable aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont investi des millions d'euros pour rien en mer du Nord, parce qu'on est face à un ministre de l'énergie qui recule tous les projets d'éolien offshore. Et donc c'est très grave, on était il y a quelques années des pionniers, vraiment un fleuron du renouvelable. Là aujourd'hui ce n'est plus le cas, on n'est vraiment pas sûr de pouvoir atteindre nos objectifs climatiques. Et donc là nous tirons la sonnette d'alarme. Alors, un mot pour terminer sur Gaza, puisque ça va être la question de la semaine prochaine. Lundi, il y a un conseil des ministres restreint. Il y en a déjà eu un la semaine dernière et le gouvernement est toujours bloqué sur la question à l'heure où on tourne. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le gouvernement pourrait tomber sur la question de Gaza? Qu'est-ce qu'il en est pour vous? J'ai un message, bon sang, réveillez-vous. On avait dit plus jamais ça après la Shoah, après le génocide des Tutsis en 1994. Et là, rien, aucune action, juste ce silence complice qui est devenu une honte nationale. S'il vous plaît, réveillez-vous, il est temps d'agir. Ne nous rangez pas du côté de Trump ou d'Israël ou de l'Italie de Meloni à la prochaine Assemblée générale de New York. Rangez-nous du côté des pays amoureux de la liberté et de la paix. Merci Samuel Kogolati. Merci beaucoup. Paul Magnette, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est à Sans Tabou, c'est la rentrée politique finalement du Parti Socialiste. J'ai envie de commencer par une question toute simple. Comment se porte le PS aujourd'hui ? Le PS se porte bien, c'est vrai qu'on n'a pas eu des très bons résultats il y a un an, mais si on en croit les sondages, on est déjà redevenu le premier parti en Wallonie, à Bruxelles, dans le cœur des Wallons et des Bruxellois, parce que je crois que les citoyens voient que toutes les promesses qui avaient été faites par le MR et les engagés n'ont pas été tenues. Les fameux 500 €, personne n'en verra jamais la couleur, et que par contre, il y a des mesures très dures qui sont prises contre les travailleurs, contre les pensionnés, les personnes en situation de handicap, et donc il y a vraiment une profonde colère dans la population et une volonté de faire autre chose, et cette autre chose, c'est ce que nous, les socialistes, le Parti des solutions, nous voulons proposer. Sur les 500 € justement, le MR et les engagés ont joué sur un mot, une différence, un écart entre ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent. Ça pour vous, c'est pas la voie à suivre pour le travail justement ? Les engagés, ils ont dit clairement 450 € en plus. Ils n'ont pas dit que c'était un écart. C'est écrit noir sur blanc dans leur programme. Vous pouvez vérifier sur leur site. C'est plutôt le MR qui a joué sur cette différence. Le MR a joué sur l'ambiguïté, mais tous les gens ont compris qu'ils allaient avoir 500 € en plus. Et croyez-moi, ils sont aujourd'hui très déçus et en colère. Alors, aujourd'hui, c'est aussi une étape importante pour vous. Sans Tabou, c'est votre démarche de refondation du parti. Où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle ? Alors on est à peu près au moment charnière, puisqu'on a eu 140 débats avec plus de 4000 personnes qui ont participé, des militants, des sympathisants, mais aussi des gens qui n'avaient jamais participé à un débat politique de leur vie. Et ça a permis de vider beaucoup de choses et de rappeler quelques messages fondamentaux pour préparer la suite. Et puis aujourd'hui, on a eu ce vote pour définir les 5 priorités. Et donc on va maintenant travailler sur ces 5 priorités au cours des mois qui viennent. Alors justement, sur les 5 priorités, moi j'ai vu sur la fresque ici, il y a retourner aux valeurs fondamentales. Ça, je suppose que c'est ça, les 5 priorités, ça va être vos nouvelles valeurs fondamentales ? Oui, ce que nous disent les militants, les sympathisants, les gens qui croient en nous et qui veulent que nous soyons la relève face à ces gouvernements très injustes, c'est qu'ils ne nous demandent pas d'être autre chose que nous-mêmes, ils nous demandent d'être pleinement nous-mêmes, ils nous demandent d'être pleinement, plus que jamais, un parti qui incarne la justice, les libertés, la solidarité, parce qu'on en a vraiment grand besoin aujourd'hui. Dans ces 5 priorités, on retrouve des thématiques qui sont communes à d'autres partis. Par exemple, le travail, ça c'est la priorité numéro 1 qui est revenue dans les votes aujourd'hui. Et le MR, on a fait son argument de campagne principal, c'est là-dessus qu'il joue beaucoup. Il y a aussi le climat, et là on pense forcément aux écologistes. Comment vous, le Parti Socialiste, vous allez vous différencier des autres partis ? Le MR a beaucoup parlé du travail et a prétendu qu'ils allaient défendre le travail et les travailleurs, mais ils font tout l'inverse. Les travailleurs n'auront aucune augmentation de salaire, ils n'auront presque rien en augmentation de pouvoir d'achat, tandis que le coût de la vie n'arrête pas d'exploser et que les gens ne s'en sortent plus du tout. Les conditions de travail sont plus dures, il y a les droits des travailleurs qui sont attaqués aussi. Donc le MR parle du travail, mais en réalité, il attaque les travailleuses et travailleurs et ils ne sont plus dupes aujourd'hui. Ils savent bien que le parti qui défend depuis 140 ans les travailleurs, c'est le Parti Socialiste.
Ça veut dire que si aux prochaines élections, les électeurs vous remettent au pouvoir, vous allez revenir sur tout ce qui est en train d'être fait ici par le gouvernement Arizona et à la région wallonne aussi? On ne va certainement pas mener la même politique que les gouvernements des droites aimèrent engager, et ça c'est certain. En matière de pension par exemple, tout le monde sait en fait que c'est impossible de faire travailler tout le monde jusqu'à 67 ans, même eux je pense en sont conscients, mais ils disent simplement ceux qui ne pourront pas, on va leur mettre un malus et ils perdront jusqu'à 350 € par mois sur leur pension. Ça évidemment si on revient nous aux responsabilités, on ne va pas laisser une situation comme celle-là. Il faut tenir compte du fait que tout le monde ne peut pas travailler jusqu'à 67 ans et qu'il faut donc permettre à certaines personnes de partir plus tôt sans être pénalisées. Je suis maintenant avec Sophie Merckx. Sophie Merckx, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la chef de groupe du PTB à la Chambre des représentants, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, ici, on est au festival Manifesta. C'est vraiment un immense festival quelque part. Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux gens? Ça fait une dizaine d'années maintenant avec le PTB qu'on s'est dit que c'est important pour débuter l'année de rassembler un maximum de gens, pas seulement du PTB, mais aussi vraiment à passer un moment ensemble pour montrer en petit la société dont on rêve. Alors aujourd'hui, vous allez trouver ici des concerts, de la culture, la mer forcément, bon, il fait un peu mauvais, mais aussi énormément de rencontres et de débats de société que nous voulons mener avec les gens du monde syndical, du monde associatif, du monde académique, international aussi. Donc on a par exemple Jeremy Corbyn qui va venir ici d'Angleterre tantôt aussi. Donc pour alors débuter l'année, et cette année forcément pour nous c'est aussi la lutte contre le gouvernement Arizona qu'on veut donner un coup d'envoi. Le côté international, c'est vrai qu'on le retrouve très très fort. Je me suis baladé partout sur le site avant de vous interviewer et on voit des tentes qui viennent d'Afrique, on voit des tentes qui viennent de un peu tous les continents. On a l'impression établi des contacts avec le monde entier. Oui, c'est ça, et je pense qu'aujourd'hui quand on regarde la situation dans le monde, c'est important de ne pas uniquement avoir cette vision à partir de l'Europe ou de la Belgique, mais effectivement d'élargir l'horizon. Parce que si on veut que le monde change, il faudra que ça se fasse aussi, pas que ici, mais ailleurs aussi. Et donc c'est vraiment ça aussi, essayer de rassembler des gens. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, en tout cas, c'est la lutte contre le génocide en cours en Palestine, par exemple. C'est un des sujets qui préoccupent beaucoup, mais au-delà de ça, se posent toutes les questions de l'équilibre dans le monde dans lequel on est. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on va continuer à avoir avec les États-Unis d'un côté et cette menace de guerre, par exemple? Et donc, c'est sur ces sujets-là qu'on veut aussi vraiment échanger aujourd'hui. Vous venez de parler de la Palestine, on le voit très fort sur tout le site du festival. Vous avez encore des revendications par rapport à la Palestine. Il y a plein de drapeaux Free Palestine ici, partout. Le gouvernement Arizona a sorti son accord, reconnaissance de la Palestine, mais sous conditions, donc avec la libération des otages du Hamas et puis des conditions, je crois, de sécurité pour Israël. C'est pas un accord qui vous convient ? Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on est encore là. Aujourd'hui, le génocide est encore en cours. Les atrocités continuent. Et donc, tant que le peuple palestinien ne sera pas libre, personne ne sera libre. C'est une phrase de Nelson Mandela. Et c'est vraiment ça, parce que c'est la dernière question coloniale que nous avons, une des dernières questions coloniales dans le monde. Et donc, quand on regarde l'accord du gouvernement Arizona, je me dis d'un côté, il y a une avancée, une petite avancée. Il y a un accord. Il a fallu sortir du bois, parce que je crois que le peuple se mobilise. Maintenant, est-ce que cet accord est suffisant ? Je pense qu'on a eu la réponse aussi dans la rue il y a quelques jours. Nous étions de nouveau 100 000 dans la rue. Pourquoi ? Parce que cet accord est clairement insuffisant. En fait, quand on regarde par exemple la reconnaissance soi-disant de la Palestine, ça n'en est pas une. Je veux dire, on a mis tellement de conditions que ça ne se fera jamais sous cette forme-là. Donc non, le peuple palestinien a besoin d'être reconnu. Aujourd'hui, on a besoin effectivement d'un embargo, de sanctions. Un embargo aussi dont aujourd'hui on a dit qu'on va l'appliquer, mais est-ce qu'il va réellement être appliqué ? Par exemple, donc ça c'est encore des enjeux sur lesquels on veut vraiment travailler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Israël ne peut pas continuer ses crimes sans l'aide militaire des États-Unis et sans l'aide commerciale de l'autre côté de l'Europe. Donc là aussi, on voit une petite brèche. Ursula von der Leyen qui fait quand même quelques déclarations. Donc les lignes bougent, mais on continue le combat pour que le peuple palestinien puisse vivre en paix un jour, qu'ils ont droit à un pays. Et tant que ce ne sera pas fait, on continuera le combat.
Alors, l'accord, il prévoit des sanctions, mais donc pour vous, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant que l'accord au niveau de la Belgique est trouvé? Et puis aussi, vous l'avez dit, tant que les États-Unis et l'Union européenne ne lâchent pas, il y a peu de chances que la situation évolue. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à ce niveau-là? Je pense que voilà, il y a d'autres pays qui vont plus loin. Donc déjà, rien qu'au niveau de la reconnaissance, on est vraiment au niveau des Nations Unies dans le peloton, pas dans le peloton de tête, mais dans l'arrière de la course. Donc on est moins progressiste que Macron, par exemple, même si sa proposition, voilà, ne me convient pas non plus. On a des pays comme l'Espagne qui ont vraiment qui ont déjà reconnu la Palestine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire de manière concrète, faire en sorte que les bateaux n'amarrent pas. Donc on est beaucoup plus strict là-dessus, par exemple, beaucoup mieux surveiller tout ce qui est exportation, et puis arrêter toute collaboration économique. Vous savez, notre matériel, par exemple, de nos polices, énormément de technologie israélienne est encore utilisée aujourd'hui. Donc nous, on propose d'arrêter, par exemple, ces coopérations, ces appels d'offres, en fait, d'exclure vraiment Israël par rapport à tous ces marchés publics. Et c'est là qu'on va faire du mal vraiment à Israël, en les touchant économiquement. Il y a un autre sujet sur lequel je voudrais vous interroger aussi, le budget. Le budget du gouvernement fédéral 2026. Le bureau du plan vient de sortir ses chiffres. Tout gouvernement confondu, il prévoit un déficit de 35 milliards d'euros à la fin de l'année 2026. Celui du gouvernement fédéral, il pèse déjà plus de 25 milliards à la fin de cette année-ci. Donc, il y a un dérapage qui est là, qui va arriver. Ça va être quoi les propositions du PTB pour contrôler ce déficit, pour aller quelque part redresser les finances? D'un côté, c'est... Bon, au niveau du gouvernement, on nous a dit il y a un problème budgétaire, c'est pour ça qu'il faut couper dans les pensions et en même temps, on prévoit d'investir 35 milliards pour la défense et l'industrie de l'armement. Donc c'est sûr que nous, on n'augmenterait pas du tout ces dépenses à ce niveau-là. Donc ça peut être beaucoup plus modeste à ce niveau-là selon nous. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est oui, on ne peut pas comparer le budget d'un État avec le budget d'un ménage parce que justement, l'État, il peut décider c'est quoi ses recettes. Et c'est là que le bas blesse. Ce matin, j'avais encore un débat sur, par exemple, l'idée d'imposer les millionnaires en Belgique. Donc nous, c'est ce qu'on propose. 2% de taxes au-delà de 5 millions d'euros. Ça concerne 50 000 ménages et ça pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards d'euros par an. Donc je pense que de l'argent, il y en a en Belgique. Mais ce n'est pas dans les poches de ceux qui les ont qu'on va les chercher, mais c'est dans les poches des travailleurs. Et ça, c'est profondément injuste. Ce ne sont pas les pensionnés aujourd'hui qui ont travaillé toute leur vie dure qui sont responsables du trou dans le budget. C'est la gestion qui a été faite aussi par, je le rappelle, 25 ans au moins de ministres libéraux aux finances. Donc, c'est chez eux qu'il faut aller frapper. Il faut aller vers une justice fiscale, mais il ne faut pas du tout couper dans les dépenses comme les pensions selon nous. Taxer les riches, c'est votre slogan depuis le début de la campagne électorale 2024. Et on voit que c'est aussi un débat international. En France, il y a tout le débat sur la taxe Glucksmann qui est exactement le même sujet aussi, le fait de taxer les riches. Et pourtant, il n'y a aucun pays au monde qui met concrètement en place ce genre de taxe. Pourquoi, d'après vous, on n'y arrive pas et comment, ici en Belgique, ça pourrait se concrétiser si ça devrait se concrétiser? Mais je pense que le fait que c'est un débat qui est international et quand Bayrou, il est tombé ici il y a quelques jours, il a parlé de la taxe Zuckman et de la taxe des riches et ça veut dire que c'est un vrai débat de société aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est déjà une première victoire d'avoir pu imposer ça. Même en Belgique, c'était le cas avec la taxe des plus-values, qui n'est pas vraiment une taxe des ultra-riches, mais c'est un sujet en soi. Donc ça, je trouve que c'est déjà une victoire. Et ça a existé en France, par exemple, où ça fonctionnait assez bien. Donc là aussi, on a des exemples où c'est fait et où ça marche. Et en Norvège, par exemple, ça existe. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment possible et réalisable. Maintenant, pourquoi ça ne se fait pas? Je ne vous fais pas un dessin. Les ultra-riches, ils n'ont pas seulement beaucoup d'argent, mais ils ont aussi énormément de pouvoir économique, de par leurs entreprises, pouvoir même sur les politiques aussi, pour essayer de les influencer. Et donc, comme pour toute victoire que le monde ouvrier a connue dans
dans la lutte qu'on a connue depuis des années, c'est en se battant pour ça et faisant en sorte qu'il y a une vraie pression pour que ce genre de mesures puisse voir le jour. Vous n'avez pas peur que si jamais cette taxe, elle voit le jour un jour, eh bien, nos riches, nos super riches vont simplement aller à l'étranger avec aussi toutes leurs entreprises, leur emploi, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui vous fait peur? Mais en fait, c'est quelque chose, ça aussi, au niveau de Zuckman, Piketty, mais aussi en Belgique maintenant, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus étudié aussi au niveau scientifique. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est pas que le risque est zéro, qu'il y a des exilés fiscaux, mais on voit que ça reste relativement faible. Parce que, si vous êtes détendeur de X entreprises ou de X filiales, vous pouvez limite changer votre domicile, comme des Français sont venus chez nous se domicilier, mais ça ne veut pas dire que la plupart de leur fortune reste encore en France et peut encore être taxée. Et donc, il y a eu des rapports en France par rapport à ça, et ça concerne un petit pourcentage. Après, on peut aussi instaurer des taxes, des exit taxes. Donc, si quelqu'un veut à ce moment-là se déplacer, alors on va taxer encore plus lourdement pour éviter l'évasion fiscale. Et puis, si ça se fait de plus en plus partout, il n'y aura pas moyen d'échapper non plus. Donc, c'est pour ça que c'est un combat mondial. Donc, taxer les riches pour maîtriser le déficit du budget, c'est ça votre solution au PTB? Je pense que c'est une des solutions. Après, je ne nie pas qu'il faut mieux gérer l'argent public aussi. Donc, on a fait quoi les dernières années? On a beaucoup définancé le secteur public. Mais alors, ça a eu comme conséquence qu'on fait, par exemple, appel à énormément de bureaux de consultance. Et in fine, ça revient plus cher. Et donc là, c'est vrai qu'il faut faire, par exemple, aussi le mouvement inverse pour avoir aussi un État beaucoup plus efficient. Sophie Merckx, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à vous pour être venu à Manifesta. Georges-Louis Boucher, bonjour. Vous faites votre rentrée politique aujourd'hui, mais avant ça, j'ai quand même une question à vous poser aussi, parce que forcément sur les réseaux sociaux, toutes les affaires de l'été ont été très suivies. Alors j'ai envie de savoir aujourd'hui, avec l'affaire de la carte PMR, avec l'affaire qui a concerné Urbiz aussi, l'appel à la RTBF, et puis la réunion houleuse qui est sortie dans les médias, comment aujourd'hui vous vous sentez et comment est-ce que vous envisagez l'avenir de votre présidence au sein du mouvement réformateur? Je me sens extrêmement bien et très serein parce que tout a été fait dans les règles, systématiquement. Je vois le volume d'attaques dont je fais l'objet, des attaques personnelles. Ça me rassure d'une certaine manière parce qu'on n'attaque que des gens qui réalisent quelque chose. Et donc ça veut dire qu'on est en train d'agir. Pour le reste, vous savez, moi j'ai toujours été serein sur le plan de mon avenir personnel. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre de notre projet politique. Et quand je vois ici 8000 militants qui sont présents, quand je vois la présence du Premier ministre, quand je vois le soutien de nos idées dans la population, je me dis que toutes ces agitations sur Internet agitent toujours les mêmes, mais ne sont pas le reflet de la volonté de la population. Donc je suis vraiment très serein, très heureux aujourd'hui. Ça, je crois que j'ai du mal à le cacher. Et surtout déterminé à continuer la vague de réformes que nous avons entamée. On voit effectivement votre sourire. Une dernière question là-dessus. Depuis l'appel à la RTBF, est-ce que vous envisagez un changement dans votre relation aux médias ? J'ai été clair, je ne vais pas changer dans le sens où moi je me suis toujours montré très disponible pour les médias, pour n'importe qui, les médias établis, les jeunes médias, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit, je me suis toujours montré vraiment à l'écoute et disponible. Mais par contre, il est évident que j'ai eu des discussions avec la RTBF, on continue ces discussions parce qu'il y a des actes qui ont été posés qui ne sont pas acceptables. Après, pour le reste, dans une démocratie, on doit pouvoir continuer à se parler, même quand il y a des différends. Donc il faut savoir marquer les choses quand il y a des différences. Et puis après, la vie doit continuer. Vous savez, la rancune ne sert strictement à rien, ça rend uniquement malheureux. Par rapport à votre entrée politique, on est ici aujourd'hui à Walibi. D'abord, pourquoi le choix d'un parc d'attractions ? Parce que c'était la journée des familles, je pense qu'on a aussi la volonté de montrer qu'on s'adresse aux familles, à toutes les familles. Deuxième aspect, nos militants ont été un élément majeur, essentiel dans notre victoire électorale. Et donc c'est aussi une manière de leur dire merci, parce que quand on est militant dans un parti politique, il y a souvent beaucoup de contraintes et pas nécessairement du cadeau derrière. Ici, c'est un petit peu ce moment-là. Et troisième aspect, je pense que vu la rudesse du combat politique, c'est aussi bien d'avoir des moments de convivialité, des moments de partage, des moments d'amour, pour le dire simplement. Et je pense que le lieu s'y prête parfaitement. En plus, il ne pleut pas. On est passé entre les gouttes, donc c'est extraordinaire. Vous avez invité le Premier ministre Bart De Wever, une manière de montrer vraiment votre alliance avec la NVA. Mais la NVA a un côté nationaliste qu'au OMR, vous n'avez pas. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient vous accuser de laisser le Premier ministre dépecer l'État ?
Bon, écoutez, c'est ridicule. J'ai été le premier à défendre la Belgique. Je suis le seul dans mes discours à citer la Belgique, les Belges, dans toutes les mesures. J'ai jamais changé d'avis sur la réduction du nombre d'administrations et donc sur la refédéralisation peut-être de certaines d'entre elles. Donc on a effectivement une différence, Bart et moi, c'est l'organisation du pays. Mais pour le reste, on est d'accord sur tout le reste. Et ça montre que deux individus peuvent avoir une divergence, mais sont capables de mettre en commun leurs dizaines et dizaines de convergences. Et c'est ça le message. Et aujourd'hui, Bart, finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est lui qui est en train de donner un avenir au pays, parce que c'est grâce à notre alliance et à nos capacités de faire des réformes qu'on peut stabiliser le pays, qu'il n'y a pas de blocage communautaire et qu'on est au contraire en train de faire les réformes dont la Belgique a besoin. Donc c'est un signal politique de volonté de continuer à travailler ensemble. C'est aussi un signal que je prends à titre personnel, parce que c'est un plaisir, un honneur et aussi une marque d'amitié. Vous ne craignez pas qu'il prépare un peu quelque part la séparation de l'État en donnant toujours plus d'autonomie aux régions? Bart De Wever est quelqu'un d'extrêmement correct et honnête. Il y a un accord de gouvernement. L'accord de gouvernement ne prévoit pas l'autonomie des régions. Je n'ai aucune inquiétude. Vous savez, c'est assez désagréable dans le monde politique. C'est systématiquement les soupçons qu'il y a sur les uns et sur les autres. De Wever veut ça, Boucher pense ça. Non, moi quand je pense un truc, je le dis. Si je ne l'ai pas dit, c'est que je ne le pense pas et que je ne compte pas le faire. Donc au moins c'est plutôt clair comme ça. Je crois que c'est la même chose du côté de Bart. Sur le contenu de votre discours, vous avez parlé notamment de construire une prison à l'étranger qui est vraiment soutenue comme initiative, notamment par Theo Franken qui est allé au Kosovo conclure des accords aussi. Vous avez vendu ça en disant que ce n'est pas aux Belges de payer pour les personnes qui sont en situation irrégulière chez nous. Mais si on construit une prison à l'étranger, moi j'imagine assez mal un autre pays nous dire on va construire une prison en la payant nous-mêmes et vous y mettez gratuitement vos détenus. La Belgique aura quand même des frais à payer. Vous avez entièrement raison. Par contre, ça a deux avantages majeurs. Le premier, c'est que ça va nous coûter moins cher. Et le deuxième surtout, c'est que ces personnes, à la fin de leur peine, retournent dans leur pays et ne vont plus rester en Belgique. Et c'est surtout ça la grande différence. Aujourd'hui, on a un coût de détention qui est beaucoup plus élevé parce que le droit social en Belgique est ce qu'il est. Et de l'autre côté, quand ces personnes sortent de prison, elles retournent dans la nature et donc pour une partie d'entre elles, recommettent des actes de délinquance. Ici, la grande économie, c'est qu'il y aura moins de récidives ou en tout cas pas de récidives sur notre territoire puisque ces personnes seront renvoyées dans leur pays. C'est le grand avantage de ce mécanisme. Donc ça ne sera pas gratuit, mais ce sera beaucoup moins cher pour les pouvoirs publics belges. Une dernière question, il y a la question du budget qui arrive maintenant, après le difficile dossier déjà de l'accord sur la reconnaissance de la Palestine. Maintenant, c'est le budget avec un gouvernement fédéral qui sera à la fin de cette année en déficit déjà de 25 milliards et le bureau du plan qui prévoit jusqu'à 35 milliards de déficit à la fin de l'année 2026. Vous, quand Yann Yambon dit il va falloir avoir des impôts supplémentaires, vous dites pas question, il faudra faire des économies supplémentaires, jusqu'à 20 milliards d'économies supplémentaires. On les fait où ? Alors, il faudra faire deux choses. Il faudra faire des économies, mais aussi ce que j'ai développé, une stratégie de croissance, de développement et d'industrialisation. La stratégie de croissance, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens pour créer plus de richesses en Belgique que ce qu'on fait actuellement. Aujourd'hui, on est sur des taux de croissance d'1%, 1,5%. Il faut retrouver des taux de croissance de 2, 2,5%. Et pour ça, on doit travailler sur trois aspects. Baisser la fiscalité qui aujourd'hui freine les entrepreneurs. Deuxième élément, diminuer les charges administratives. Il faut beaucoup trop longtemps pour avoir un permis, il y a trop de contrôles, trop de règles. Troisième aspect, on doit aussi s'ouvrir à de nouveaux marchés, signer de nouveaux accords commerciaux pour augmenter la richesse ici et pouvoir la répartir. Parce que parler systématiquement qu'on va répartir la richesse sans la créer, ça nous conduit à la situation actuelle, c'est la faillite. Vous devez savoir que l'Europe perd 1 milliard d'euros de richesse par jour. Et donc à cette allure-là, dans 10 ans, on sera une zone du tiers-monde. On doit absolument inverser cette stratégie. Hier, j'étais à Manifesta, au PTB, et eux... Non, c'est pas la même ambiance. Eux, ils répètent vraiment leur intention de taxer les riches. Est-ce que vous êtes totalement fermé à ça, faire un peu mieux contribuer les personnes les plus riches pour aider à l'effort? Mais aujourd'hui, tout le monde contribue. Enfin, je veux dire, un riche, quand il travaille, il paye 55% d'impôts. Quand il vend des actions, il a quand même un précompte mobilier. Maintenant, il y a la taxe sur les plus-values. Quand il achète un bâtiment, si ce n'est pas le premier, il paye 12% de droits d'enregistrement. Donc, quand on dit les riches ne payent pas d'impôts, mais ils payent les mêmes impôts que les autres. Ils payent aussi la même TVA, mais ils en payent plus parce qu'ils consomment plus. La TVA sur une Ferrari, ce n'est pas la même chose que la TVA sur un véhicule moins cher. Donc, quand on nous dit qu'ils ne contribuent pas, je ne comprends pas. Mais surtout, il y a un point, et moi je l'assume, ce n'est pas pour faire plaisir aux riches, j'en suis pas, j'en connais pas. Mais par contre, si à un moment donné, toutes les fortunes s'en vont, il n'y aura plus personne pour investir dans le pays. Et quand vous n'avez plus d'investisseurs, tout le monde est pauvre parce qu'on ne crée pas d'emplois. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret. Regardez du côté de Montgomery.
Tout le monde a critiqué ces exilés fiscaux français. Il y a beaucoup de Français qui vivent dans ce quartier. C'est un des plus beaux quartiers de Bruxelles aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on veut les faire partir? On peut les faire partir. Regardez aujourd'hui où les gens vont, à Dubaï, dans les Émirats. Est-ce qu'on veut véritablement que la richesse du monde aille là-bas, voire aux États-Unis? Et si vous voulez un très bon exemple pour l'illustrer, regardez le football par exemple, c'est un milieu que je connais bien. Aujourd'hui, la plupart des clubs de foot appartiennent à des Asiatiques, à des représentants du monde arabe ou à des Américains. Ça prouve quoi? Que les capitaux sont partis là-bas. Demain sera la même chose pour l'industrie, pour la distribution, pour l'ensemble de nos produits. Je n'accepte pas cela. J'aime mon pays, j'aime l'Europe. Je veux aussi qu'on génère de la richesse ici et que les jeunes aient envie de rester en Europe. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont également. Merci Georges-Louis Boucher d'avoir répondu aux questions. Très gentil. Et bonne journée à vous. Vous le voyez maintenant, je suis avec Yvan Verhofstadt, le président du Parti Les Engagés. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé dans votre discours de la situation budgétaire du pays et c'est normal puisque le conclave budgétaire au gouvernement fédéral et dans tous les autres gouvernements ont commencé et la situation n'est pas terrible avec un déficit abyssal de 26,6 milliards d'euros à la fin de cette année et peut-être de 42 milliards d'euros à politique inchangée. Quelles sont les grandes propositions des engagés pour combler ce déficit ? Mais comme vous le dites, la réalité, c'est qu'on a hérité d'une situation budgétaire qui est vraiment difficile et qui va encore s'aggraver à politique inchangée. Et c'est pour éviter cela que justement on va changer, on va réformer. Et l'objectif maintenant, c'est de mettre de l'ordre dans la maison Belgique, c'est de remettre de l'ordre dans nos finances publiques, de remettre de l'ordre en veillant à ce que chacun puisse participer, faire une partie de l'effort pour qu'on l'on puisse pérenniser la solidarité dont nous avons absolument besoin et que nous voulons protéger. Vous avez parlé dans votre discours d'augmenter le nombre de travailleurs. Seulement les dernières données, elles montrent que le nombre de personnes au chômage, il augmente aussi. Et actuellement, on a quand même beaucoup plus de personnes demandeuses d'emploi que de nombre d'offres d'emploi. Si on rajoute en plus à ça 500 000 personnes qui sont en invalidité de longue durée, ça fait beaucoup de monde qui pourrait chercher un emploi alors qu'il n'y a concrètement pas assez d'offres d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce domaine-là ? Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de raison. Nous, Belges, Wallons, francophones, Bruxellois, on n'est pas plus bêtes que les autres. La réalité, c'est que notre système aujourd'hui ne pousse pas suffisamment à l'emploi, il ne responsabilise peut-être pas tout à fait assez. Je te donne juste un exemple. Vous savez, quand les Ukrainiens sont arrivés en Europe et pour la solidarité, on leur a proposé. En Belgique, le taux d'emploi des Ukrainiens était 3 fois plus faible que par exemple chez nos voisins hollandais. Or, ceux qui sont arrivés chez nous n'étaient pas plus bêtes ou moins volontaristes que ceux qui étaient en Hollande. Mais la réalité, c'est que le système belge aujourd'hui, il ne pousse pas assez vers l'emploi. On doit recréer de l'activité. Pour cela, il faut que l'on ait des charges qui soient plus faibles pour que l'on puisse recréer des emplois et il faut que chacun puisse participer. C'est d'un cercle vicieux, nous devons rentrer dans un cercle vertueux. Donc votre idée, si je comprends bien, c'est de baisser les impôts pour les sociétés pour redynamiser le marché de l'emploi, c'est ça ? Mais notre idée, c'est qu'on fasse participer plus de gens. Si vous avez plus de gens qui participent, vous pouvez diminuer la pression sur les quelques-uns qui sinon sont obligés de porter toute la charge. Donc en ayant plus de gens qui participent, on peut pérenniser le système et on peut recommencer à créer et à développer. Mais pour y arriver, au-delà de ce fait de se remettre en forme, de veiller à l'efficience de l'État, il faut aussi vérifier que l'on protège suffisamment nos entreprises, nos emplois. Et c'est pour ça que nous prônons ce qu'on appelle le protectionnisme positif, c'est-à-dire veiller à ce que nos standards ou nos entreprises qui appliquent des standards sociaux, sanitaires, environnementaux plus élevés ne soient pas mis en concurrence avec ceux qui ne le font pas, mais qu'on les pousse justement à faire du juste échange, à remonter un peu leurs standards à eux pour veiller à ce que cette compétition ne nous tire pas systématiquement vers le bas, mais qu'elle puisse de temps en temps nous élever vers une société plus positive. Sur les nouvelles recettes possibles pour ce budget, vous avez dit dans votre discours que vous ne croyez pas à la taxe des millionnaires portée par le PS et je suppose aussi du coup celle portée par le PTB. Mais pourtant, il y a quand même Vorreut, votre allié au gouvernement fédéral, qui propose une nouvelle taxe pour les personnes qui ont un capital financier de plus d'1 million d'euros. Est-ce que celle-là, vous pourriez quand même la soutenir ou pas du tout ? Mais ce que j'ai voulu surtout dénoncer, c'est d'utiliser ces taxes sur les millionnaires comme une carte magique que l'on pourrait sortir 1 fois, 2 fois, 30 fois, 40 fois. Et systématiquement avec la même recette, on nous fait croire qu'on peut l'utiliser plusieurs fois, la même recette. Non, quand vous avez une recette, vous pouvez l'utiliser 1 fois. La taxe sur les millionnaires prônée par le PS, selon leurs calculs et tenant compte du principe qu'il n'y aurait pas d'évasion, c'est 2,3 milliards d'euros potentiels. Il faudrait déjà 30 fois cette taxe-là, 30 fois, ne fût-ce que pour payer les pensions. Alors nous dire que ça va payer
payer les pensions, les allocations de chômage, les maladies, le fonds blouse blanche, etc., etc., à un moment donné, il y a juste un devoir de vérité. Et ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est simplement rappeler cette réalité-là. Alors que les épaules les plus larges doivent participer, nous en sommes convaincus. C'est pour ça qu'on a poussé pour la taxe sur les plus-values. C'est pour ça que nous défendons une globalisation des revenus. Mais nous ne croyons pas à la base à une taxation sur le capital lui-même. Nous pensons que c'est les fruits du capital qui doivent être taxés comme les fruits du travail. Mais dans une circonstance exceptionnelle, dans le temps de guerre commerciale et hybride que nous connaissons, nous serions prêts à envisager une ponction minime une fois, un one-shot comme on dit, sur le capital financier des personnes les plus aisées, au-delà de 2 millions, 3 millions. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ça sera de faire participer tout le monde. C'est pour ça que les épaules les plus larges doivent participer, plus-value, globalisation des revenus, mais aussi que chacun doit travailler un petit peu plus longtemps. Donc si je résume bien, vous pourriez soutenir un nouvel impôt one-shot pour les épaules les plus larges, mais la proposition de Vorreut, alors, vous ne la soutenez pas vraiment non plus? Nous ne soutenons pas la proposition de Vorreut parce que nous pensons qu'à moyen et à long terme, elle risque d'avoir des effets pervers qui sont la fuite de ces personnes qui participent aujourd'hui. Vous savez, les gens les plus aisés, les 10% des gens qui gagnent le mieux leur vie, payent 43% de l'impôt total. Donc les 10% qui gagnent le mieux payent 43% de l'impôt total. Donc il ne faut absolument pas se priver et pas faire fuir ceux et celles qui gagnent bien leur vie, parce que contrairement à l'image que certains véhiculent, la réalité c'est qu'ils participent déjà 4 à 5 ou 6 fois plus que la moyenne. Et donc ça c'est important de le redire. À ça, on pourrait vous répondre que les travailleurs lambda, eux, ils payent déjà 50% d'impôt de leur salaire chaque mois. Non, je pense que, évidemment, nous avons un impôt progressif et je pense que c'est dommage que parfois on oublie en Belgique, parce qu'on aime bien se flageller, critiquer, mais on devrait regarder le taux moyen que l'on paye pour l'impôt et sur les premières tranches, les premiers déciles, donc ceux et celles qui gagnent moins bien leur vie et pour qui nous allons faire un effort supplémentaire de 200 €, la réalité c'est que leur taux de taxation il est très peu élevé. Et c'est normal, parce qu'ils ont plus besoin d'être aidés, d'être encouragés, parce que c'est eux qui souffrent le plus. Donc cette solidarité, et quand je vous dis que les plus aisés payent plus, ce n'est pas une critique, c'est un constat qu'il faut rappeler. Et c'est normal, c'est logique pour la solidarité, mais nous avons une progressivité de l'impôt qui est réelle, qui peut encore être améliorée, mais qui est réelle. Une question peut-être un peu plus légère pour terminer. Ici, on est au Sparco et c'est votre rentrée politique. Alors pourquoi un musée scientifique comme celui-ci? C'est quoi le but de cette journée pour les militants désengagés? Mais c'est justement rappeler aussi tout l'espoir qu'il peut y avoir. Nous avons la science qui a explosé, on a réussi à décoder le génome humain, on arrive à faire des vaccins, on a la chance d'avoir des scientifiques et qui cherchent, qui trouvent, qui expérimentent. Et je pense qu'on doit célébrer cette volonté de créer, de développer, encourager ceux et celles qui veulent innover. Et c'est un peu ça le symbole que l'on voulait lancer en étant ici aujourd'hui à Sparco. J'ai maintenant avec moi le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Alors évidemment, avec vous, il y a un sujet brûlant au niveau de la situation internationale, c'est la situation à Gaza. On a vu que la flottille pour Gaza a été arrêtée par l'armée israélienne à partir de mercredi. Et d'abord, j'ai une vidéo à vous montrer qui a fort circulé sur les réseaux sociaux. Elle apparaît maintenant. Coucou Maxime, comment tu fais pour dormir la nuit en sachant que tu fais partie d'un gouvernement complice d'un État génocidaire? Coucou Maxime, dis-moi comment tu fais pour dormir la nuit en sachant que tu nous as dit que tu allais te préoccuper de Gaza mais que t'en as rien à foutre? Coucou Maxime, comment ça va? Je me demandais comment tu dormais la nuit parce que tu as abandonné les concitoyens belges qui sont venus apporter de l'aide humanitaire en toute légalité. Coucou Maxime, je voulais savoir comment tu faisais pour dormir la nuit en sachant que tu laisses des enfants, des femmes et des hommes mourir de faim à Gaza. Coucou Maxime, je me demandais comment tu faisais pour dormir la nuit sachant que tu as empêché la flottille de briser le blocus. Coucou Maxime, je me demandais comment tu faisais pour dormir sachant que tu as préféré soutenir Israël plutôt que tes propres concitoyens. Coucou Maxime, je voulais savoir comment tu faisais pour dormir la nuit en sachant que tu as laissé des centaines de personnes se faire intercepter alors qu'ils naviguaient sur les eaux internationales et se dirigeaient vers les eaux palestiniennes qui sont souveraines pour apporter de l'aide humanitaire en toute légalité. Sache que si l'action est légale, l'arrestation n'en est pas une, c'est en réalité un kidnapping. Monsieur le ministre, maintenant que vous avez vu cette vidéo, la question toute simple que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce que vous répondez à ces militants? Mais que je partage évidemment leur indignation par rapport au blocus humanitaire inacceptable qui est en cours depuis trop longtemps déjà à Gaza, mais nous devons être efficaces pour essayer de le faire lever. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé meilleure approche que celle de la diplomatie. C'est la mobilisation de l'ensemble des pays.
avec notamment le plan de Trump qui a ses qualités, qui a ses défauts évidemment, mais qui est soutenu par la communauté internationale, par les pays arabes, pour pouvoir nous permettre d'obtenir un résultat qui doit prévaloir. J'ai beaucoup de compassion évidemment et de reconnaissance à l'égard des citoyens qui, indignés par ce qu'ils voient, souhaitent embarquer sur des flottilles. Mais ce n'est pas un manque d'humanité de devoir dire, c'est peut-être simplement de la lucidité, que cette démarche visant à aller en bateau, à être intercepté, à ensuite être incarcéré pour être réexpédié en Europe, n'est pas ce qui va changer le quotidien de manière concrète des Palestiniens. Et donc, il faut qu'il y ait cet appel à la prudence. C'est ma responsabilité de devoir le réitérer. Mais la Belgique n'a pas à rougir. Elle a pris des sanctions parmi les plus fermes de tous les pays européens à l'égard d'Israël, précisément pour pouvoir influencer son attitude inacceptable et faire évoluer la situation humanitaire à Gaza. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on part à l'urgence avec nos diplomates qui sont mobilisés aux côtés de nos compatriotes. Mais ce que nous faisons surtout, c'est au quotidien avec eux, travailler pour que des enfants malades soient pris en charge, que des familles, et ça a déjà été le cas pour plus de 800 personnes, soient évacuées de l'enfer de Gaza avec le concours de la Belgique, que de l'aide humanitaire soit procurée à côté du paquet de sanctions qui a été décidé. Vous avez vu, je suppose, les manifestations qui ont eu lieu cette semaine. Est-ce que vous comprenez que malgré l'accord qui a intervenu et la signature de la Convention de New York, eh bien, il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas suffisant, que la Belgique n'a pas réellement reconnu l'État palestinien. Est-ce que vous comprenez que la colère continue ? Je comprends que la colère continue parce que moi-même, elle me hante quand je vois la situation à Gaza. Par contre, il ne faut pas se tromper de combat. La reconnaissance de la Palestine, je voudrais quand même signaler à ceux qui conspuent toujours l'Arizona que c'est quand même ce gouvernement qui, pour la première fois depuis des décennies, a décidé de franchir cette étape de la reconnaissance, fut-elle en 2 temps. Mais la reconnaissance, même si on la signait demain matin, ce n'est pas ça qui va nourrir les bouches affamées des citoyens, des enfants, des femmes qui sont actuellement victimes du blocus humanitaire à Gaza. C'est pour ça qu'au-delà de la question de la reconnaissance, même si elle est importante pour préserver la capacité d'avoir une solution durable à 2 États, comme son nom l'indique, c'est d'abord et avant tout les sanctions pour infléchir sur le comportement d'Israël. La Belgique a fait sa part de son job en refusant de se cacher derrière l'inertie européenne pour éviter de prendre elle-même des mesures. Nous en avons pris plus d'une douzaine. Elles sont disponibles sur les sites web pour pouvoir sanctionner Israël, pas la communauté des Israéliens, pas la communauté juive. Il ne faut pas faire d'amalgame, évidemment, et éviter toute démarche antisémite, à quelques jours d'ailleurs de la commémoration de ces attaques terroristes du 7 octobre. Mais on le sait, la frustration, elle vient aussi du fait que l'Europe n'est pas capable elle-même de parler d'une seule voix, de prendre des sanctions à son niveau, alors que c'est là qu'elle serait susceptible d'avoir le plus large impact à l'égard d'Israël, puisque c'est l'Union européenne qui est le premier marché et partenaire commercial d'Israël. Mais la Belgique continue de plaider et de soutenir toutes les sanctions possibles à l'échelle européenne. Concernant l'accord de paix que vous avez évoqué de Donald Trump, à l'heure où on tourne, il n'est toujours pas tout à fait entériné. On sait que le Hamas a annoncé qu'il était prêt à libérer les otages israéliens, à faire certaines avancées. Est-ce que vous croyez en cet accord d'abord ? Et ensuite, est-ce qu'il ne faut pas craindre que justement Donald Trump et les États-Unis, par cet accord, fassent main basse sur la bande de Gaza ? Mais cet accord n'est pas parfait, je l'ai dit au Parlement. Il y a effectivement des points d'interrogation, y compris sur le rôle que l'on laisserait à la future autorité palestinienne à pouvoir encore jouer dans la zone. Mais même sans toutes ces perfections, il y a en tout cas un élément clé, c'est que jusqu'à présent et depuis des mois, on n'a pas trouvé meilleure proposition sur la table, soutenue par autant de pays de la communauté internationale, en ce y compris les pays arabes, pour pouvoir sortir un peu de la situation dramatique dans laquelle nous sommes confrontés, que tout ce qui, de mon point de vue, ressemble à un génocide puisse enfin trouver une issue et que l'on puisse nourrir ces personnes, que l'on puisse faire en sorte que l'armée israélienne opère un retrait de la bande de Gaza, qu'il n'y ait plus ces velléités d'annexion de la Cisjordanie ou de création de toute une série de colonies illégales. Et donc donnons ces chances à cet acte, à ce projet de paix. On espère qu'il donnera du résultat à court terme.
Merci d'avoir répondu pour Gaza. Je voudrais quand même vous poser une autre question sur un autre dossier brûlant aussi, la situation évidemment en Ukraine. Et ces derniers jours, on sait que 19 drones environ ont survolé la Belgique. Alors ils ne sont pas identifiés d'origine russe, mais est-ce que ça peut quand même amener le pays à revoir sa position à l'international, notamment avec la Russie et avec l'Ukraine ? Non, le fait qu'il y ait eu quelques drones au-dessus d'une de nos bases militaires ne va pas infléchir la position belge. Nous continuons à dénoncer la guerre d'agression menée par la Russie, à sanctionner celle-ci et à nous tenir aux côtés de l'Ukraine. Mais il faut être attentif à la démarche pernicieuse de M. Poutine qui, en envoyant des drones ci et là dans les pays proches de sa frontière, génère aussi auprès des opinions publiques de ces pays qui sont à l'est de l'Europe un grand sentiment de panique, avec donc une mobilisation très forte de moyens budgétaires pour la propre défense de ces pays, au détriment peut-être alors des moyens budgétaires qu'ils continueraient d'avoir la possibilité de donner à l'Ukraine. Et comme les opinions publiques aujourd'hui ne comprennent pas toujours le contexte international dans lequel on se trouve, et ont le sentiment que se réarmer est une dépense inutile ou idéologique, alors qu'il faut juste ouvrir les yeux sur la manière dont le monde fonctionne pour se rendre compte que la période de 80 années de paix en Europe est probablement extrêmement fragile. Il nous faut éviter une scission dans les opinions publiques qui vont juste faire des boulevards pour l'extrême droite et les formations pro-russes, faisant en sorte alors que finalement Poutine gagne sa guerre de destruction de l'Europe depuis l'intérieur à travers des opinions publiques qui se divisent et des forces extrémistes qui gagnent du terrain. Et concrètement, alors, comment on peut lutter justement contre tout ça, contre ces extrémismes ? Qu'est-ce que la Belgique peut faire concrètement ? Il n'y a pas de recette miracle face à des millions et des millions d'euros qui sont investis par les Russes dans des fake news, dans la propagation de fausses infos. Il faut juste que les gens qui regardent les réseaux sociaux prennent un peu de distance par rapport à ce qu'ils y lisent, qu'ils arrêtent parfois de croire à n'importe quel slogan simpliste qu'ils peuvent voir. Le monde est complexe et on ne solutionne jamais un monde complexe avec des solutions simples et encore moins populistes. Une dernière question qui va porter cette fois sur le budget, puisque le gouvernement fédéral est en train d'entamer ses négociations pour le budget 2026. Vous, dans vos compétences, votre portefeuille ministériel, quelles seront vos propositions pour arriver à boucler ce budget qui est décrit par Bart de Wever comme un col infranchissable ? Ce n'est pas tant dans mes compétences aux affaires étrangères qu'il y a des propositions spécifiques à mettre sur la table. C'est de manière générale un contexte. Contrairement aux caricatures à nouveau qui circulent, y compris poussées par la gauche, extrême gauche, écolo, le PS et le PTB, la situation dramatique à laquelle on est confronté n'est pas due au fait qu'il y a depuis 8 mois un gouvernement Arizona, alors que les premières lois que nous avons fait voter n'ont même pas encore produit leurs effets. C'est simplement le dramatique héritage d'un argent qu'on a dilapidé alors qu'on ne l'avait pas. C'est l'héritage du PS d'écolo. Et donc, notre responsabilité, c'est d'éviter de subir l'avenir, mais de pouvoir au contraire le façonner en responsabilité pour les futures générations. Ça passe par des réformes, peut-être pas toujours populaires, mais qui sont nécessaires si on veut conserver des soins de santé accessibles, si on veut continuer de pouvoir payer les pensions, si on veut que la machine économique se relance et si on veut pouvoir permettre que les gens continuent de pouvoir consommer grâce à un pouvoir d'achat soutenu. Je me trouve maintenant avec Elisabeth Degris, juste à côté de moi. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il y a un conclave budgétaire qui est en cours en ce moment pour boucler le budget 2026. Une situation vraiment pas facile en Fédération Wallonie-Bruxelles. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans les négociations ? Alors, comme je dis à tout le monde, on ne dira rien tant que le conclave n'est pas terminé. Donc, on est en train de travailler dans une ambiance constructive pour effectivement trouver 300 millions. Pas seulement sur 2026, mais en fait d'ici à 2029, parce que notre volonté, c'est vraiment de stabiliser la fédération. Vous savez qu'on a 1,5 milliard de déficit chaque année, ce qui est beaucoup trop important. Et donc notre volonté, c'est de stabiliser le déficit à 1,2 milliard d'ici 2029. Et donc nous travaillons de manière très constructive, mais il n'y aura aucune information sur les mesures tant qu'elles ne seront pas complètement décidées. Il y a quand même si vous ne pouvez pas dire grand-chose, un document qui a fuité dans la presse, un rapport d'experts sur lequel la fédération doit se baser normalement pour boucler son budget.
Et ce rapport, il annonce des mesures qui sont assez inquiétantes pour le corps enseignant. On parle d'une augmentation du nombre d'heures de travail, on parle de la suppression éventuelle des aménagements de fin de carrière, on parle de l'augmentation du coût aussi pour les étudiants dans les études supérieures. Est-ce que ça, ce sont des pistes qui sont quand même sérieusement envisagées? Est-ce que vous y réfléchissez un petit peu ou pas du tout finalement? Alors c'est bien un rapport d'experts, donc ce ne sont pas les décisions du gouvernement, c'est les experts que nous avons mandatés pour analyser la situation qui ont fait une série de propositions de pistes et puis c'est le gouvernement qui décidera durant le conclave. Je ne dirai rien sur les mesures qui sont envisagées pour le moment parce qu'on a vraiment choisi de se taire jusqu'à la fin du travail et donc les décisions, quand elles seront prises, elles seront partagées à ce moment-là.